Bonjour à tous et bienvenue sur Mystère du Monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons explorer un épisode passionnant de l'histoire de l'ufologie, le projet Blue Book. Cette histoire commence dans le siège immédiat de la Seconde Guerre mondiale, une période qui est marquée par des transformations radicales. L'humanité, portant encore les cicatrices fraîches du conflit mondial, s'aventurait avec une appréhension palpable dans l'ère du nucléaire. Les avancées technologiques spectaculaires et inédites ouvraient des portes vers des découvertes inimaginables. Le tout se déroulant sous forme de tensions croissantes de la guerre froide naissante, ajoutant une couche supplémentaire d'incertitude à une époque déjà instable. C'est dans ce climat à la fois passionnant et tumultueux que les premières observations d'OVNI ont fait surface, créant une vague de fascination qui a balayé les USA et a suscité une attention sans précédent. Toute cette excitation a été déclenchée par un événement clé, le témoignage d'un pilote privé nommé Kenneth Arnold le 24 juin 1947. Ce jour-là, Arnold volait à proximité du mont Rainier, dans l'état de Washington, lorsqu'il a été témoin d'une scène inoubliable. 9 objets volants non identifiés se déplaçaient à travers le ciel à une vitesse vertigineuse. La façon dont il a décrit leur mouvement était particulièrement frappante, les comparant à des secousses sautant sur de l'eau. L'histoire d'Arnold a fait la une des journaux et a rapidement captivé l'attention du public, suscitant une fascination généralisée pour ce que les médias ont rapidement qualifié de soucoupe volante. Suite à l'affaire d'Arnold, les témoignages sur des contacts avec des ovnis se sont multipliés à travers les États-Unis. Et l'armée américaine a rapidement été alertée, prenant le phénomène ovni très au sérieux en raison de ses implications potentielles pour la sécurité nationale. Dans un climat de paranoïa de la guerre froide, les autorités craignaient que ces objets puissent être une technologie avancée développée par des nations étrangères ou même par des adversaires potentiels. Les objets mystérieux dans le ciel n'étaient plus simplement des curiosités, mais des questions de sécurité d'importance primordiale. C'est dans ce contexte fascinant et rempli d'incertitudes que l'US Air Force, cherchant à éclaircir le mystère des phénomènes aériens non identifiés, lance fin 1947 le projet Cygne. Sous l'impulsion du général Nathan Twining, ce projet a été chargé d'enquêter sur une série d'incidents ovnis survenus cette année-là, notamment l'observation de Kenneth Arnold en juin et le célèbre crash de Roswell en juillet. Le projet Cygne n'était pas la première tentative des militaires pour comprendre les ovnis. En 1946, le général James Doolittle avait enquêté sur ce qu'on appelait alors les fusées fantômes. Et l'été 1947, le général Shulgin avait également étudié les rapports d'OVNI, envisageant même la possibilité qu'il s'agisse de véhicules militaires soviétiques. C'est sur cette base que le général Twining a proposé la création du projet Cygne. Sa proposition a été approuvée par le gouvernement le 30 décembre 1947 et le projet a officiellement commencé le 22 janvier 1948. Basé à la Wright-Patterson Air Force Base dans l'Ohio et placé sous le commandement du capitaine Robert R. Schneider, le projet Cygne, bien que classifié top secret, était de notoriété publique et souvent appelé par les médias le projet Soucoupe. Le projet a également engagé des consultants scientifiques pour apporter leur expertise. Parmi eux se trouvait l'astronome américain John Allen Hynek, chargé d'identifier les méprises avec les étoiles ou des météorites, ainsi que les ingénieurs en aéronautique Alfred Wedding et Albert Deyarmont, ainsi que Lawrence Swetner, un expert en matière nucléaire et balistique. La toute première affaire traitée par le projet Cygne fut l'incident de Mantell. Le 7 janvier 1948, le pilote de l'Air Force Thomas Mantell avait repéré un ovni dans le ciel du Kentucky et avait engagé une poursuite. Ses coéquipiers avaient confirmé son action avant de devoir rentrer à leur base. Le drame s'est joué lorsque des débris de l'avion de Mantell furent retrouvés éparpillés sur des kilomètres, indiquant qu'il avait été détruit à haute altitude. Cette affaire reste aujourd'hui encore une affaire mystérieuse et inexpliquée. En décembre 1948, le projet Cygne a été arrêté et remplacé par le projet Grunge en février 1949. Ce nouveau projet a marqué un changement notable dans l'approche et l'attitude de l'US Air Force. En effet, le projet Grunge était composé principalement de scientifiques qui ne croyaient pas à l'hypothèse extraterrestre. Le projet Grunge, dirigé par le général Charles Cabell, fut la seconde étude officielle de l'US Air Force consacrée à l'examen du phénomène OVNI. Durant son existence de 1949 à 1952, il a suscité de nombreuses controverses et spéculations. Pour certains, ce projet semblait être une tentative de l'US Air Force de démystifier ou même de désinformer le public concernant les ovnis en réponse aux conclusions souvent inexpliquées du projet Cygne. Comme Cygne, Grunge a établi que la majorité des cas d'ovnis sont dus à des méprises. Cependant, les enquêteurs du projet Cygne, tout en reconnaissant le rôle prépondérant des méprises, admettaient également que certains cas demeuraient énigmatiques et ne pouvaient pas être expliqués par des phénomènes naturels ou technologiques connus. En revanche, les enquêteurs du projet Grunge ont adopté une position bien plus sceptique.
Pour eux, tous les cas non résolus n'étaient pas nécessairement des mystères insondables, mais probablement des conséquences de phénomènes naturels méconnus, d'illusions d'optique, de malentendus ou même de canulars. Le projet Grunge est mis en sommeil fin 1950, puis réactivé le 12 septembre 1951, menant à la création d'une nouvelle initiative le 12 avril 1952, le projet Blue Book. Sous la direction du capitaine Edward Ruppelt, le projet est structuré en plusieurs sections pour optimiser son efficacité. Il y a une section consacrée à l'étude et à l'analyse des incidents, une autre pour mener les enquêtes sur le terrain, un agent de liaison pour assurer la communication avec le Pentagone, ainsi que des consultants scientifiques civils pour apporter une perspective académique. Le déferlement de rapports d'OVNI en 1952 a accru l'intérêt du gouvernement pour la question, conduisant à une augmentation des ressources allouées au projet et à une plus grande implication des hautes sphères du pouvoir. L'US Air Force a alors défini 3 objectifs clairs pour le projet Blue Book. Expliquer tous les témoignages d'OVNI, déterminer si les OVNI constituaient une menace pour la sécurité nationale et évaluer si les technologies potentielles mises en œuvre par ces objets pouvaient être exploitées par les États-Unis. Le projet Blue Book s'est également retrouvé à servir de porte-parole officiel du gouvernement sur la question des OVNI. Ce rôle supplémentaire a conduit à des tensions entre la rigueur scientifique et les impératifs politiques, impactant ainsi la conduite des enquêtes. Écœuré par le comportement de l'US Air Force et du gouvernement, le capitaine Edward Ruppelt démissionne de son poste en septembre 1953. En 1955, Ruppelt décide de partager ses expériences et observations avec le grand public en rédigeant un livre intitulé The Report of Unidentified Flying Object. Cet ouvrage, considéré comme un classique du genre, offre un regard unique et personnel sur le fonctionnement interne du projet Blue Book. Ruppelt y décrit les difficultés auxquelles il a dû faire face, les débats internes sur la nature du phénomène OVNI et les pressions politiques et institutionnelles qui ont influencé la direction du projet. Il y décrit également un changement de cap dans la politique de l'Air Force vis-à-vis des OVNI, qui passe d'une véritable enquête ouverte à une tentative de discrédit et de démystification du phénomène. Il écrit « Avec le changement de nom et le personnel, vient le changement d'objectif clairement affiché, qui était de se débarrasser des OVNI. Ce ne fut jamais écrit nulle part, mais il fallait faire guère d'efforts pour voir qu'il s'agissait là du véritable objectif du projet Blue Book. Ce but inavoué transparaissait dans chaque mémorandum, rapport ou directive. » Au-delà de sa critique du projet, le livre de Ruppelt présente également une série d'enquêtes sur les OVNI qu'il a lui-même dirigées. Il décrit en détail plusieurs cas notables, certains restant inexpliqués à ce jour. Un des cas les plus sérieux qu'il a mentionné est l'incident de Lubbock Light. L'incident des lumières de Lubbock a eu lieu en août 1951 à Lubbock au Texas. Un groupe de professeurs de la Texas Tech University, mené par le Dr Robinson, a rapporté avoir observé une formation inhabituelle de lumière volante à grande vitesse au-dessus de la ville. Les lumières se déplaçaient dans une formation en V et ont été vues par des centaines de résidents de Lubbock. Les professeurs ont déclaré que les lumières étaient trop rapides pour être des avions conventionnels et que leurs mouvements silencieux et coordonnés ne correspondaient à aucune technologie connue à l'époque. De plus, plusieurs photographies ont été prises par un étudiant de la Texas Tech, Carl Hart Jr., qui a affirmé avoir vu les lumières passer à plusieurs fois au-dessus de sa maison. Ces photos sont devenues une pièce clé dans l'enquête du projet Blue Book et ont été largement diffusées dans la presse. Cet incident est resté un mystère malgré les efforts des enquêteurs pour l'expliquer. Certains pensaient que les lumières étaient dues à des oiseaux qui réfléchissaient à la lumière de la ville, mais cette théorie n'a pas été universellement acceptée en raison de la vitesse et de la formation en V des lumières. Le capitaine Charles Harding reprend le commandement du projet en mars 1954. Harding rendra public le rapport spécial numéro 14 du projet Blue Book, une synthèse approfondie des recherches et enquêtes menées jusqu'à présent. Une analyse massive de plus de 3200 rapports d'OVNI collectés par l'Air Force entre 1952 et 1954. Il comprenait des statistiques détaillées, des analyses de tendance et des conclusions basées sur des données collectées. Ce rapport restera connu dans le milieu ufologique pour sa conclusion controversée que les OVNI n'existent pas. En octobre 1955, le rapport a été rendu public et a été mis en vente pour le grand public. Cette décision visait à mettre fin aux rumeurs et à la spéculation qui entourait les OVNI et le travail pour le projet Blue Book. Mais plutôt que de dissiper le mystère, le rapport numéro 14 a plutôt alimenté le débat et a suscité encore plus d'intérêt pour les OVNI et les efforts du gouvernement pour les étudier. En avril 1956, c'est le capitaine George Gregory qui est nommé à la tête du projet. Sous son leadership, l'effort de démystification des OVNI se poursuit dans le but officiel de dissiper les peurs et les malentendus du public. Toutefois, Gregory n'est pas resté en poste très longtemps, et en octobre 1958, il est remplacé par le major Robert Frenz. Sous la direction de Frenz, le projet continue à se concentrer sur l'identification de phénomènes naturels et artificiels couramment interprétés comme des OVNI,
et l'équipe a aussi pris en charge la collecte et l'analyse de nouvelles observations rapportées. Le relais est ensuite passé en avril 1963 au major Héctor Quintanilla, qui a été confronté à des défis internes et externes importants. Au sein du projet Blue Book, les tensions montent, plusieurs scientifiques civils travaillant sur le projet, dont le célèbre astronaute et consultant John Allen Hynek, ont pris position publiquement pour la réalité du phénomène OVNI. Face à ces divergences de point de vue et aux questionnements croissants du public, le gouvernement américain commissionne en 1969 un rapport d'experts dirigé par le Dr Edward Condon de l'Université du Colorado. Le but est d'établir une fois pour toutes la réalité ou non du phénomène OVNI. Le rapport Condon conduit une enquête approfondie qui conclut de manière catégorique que les ovnis n'existent pas. Selon ce rapport, les témoignages reposent soit sur une méprise avec des phénomènes naturels, soit sur des hallucinations. De plus, il suggère qu'aucun intérêt scientifique ne justifie des recherches dans ce domaine. C'est dans ce contexte que le projet Blue Book est officiellement dissous en décembre 1969. Toutes les activités liées à ce projet cessent définitivement en janvier 1970, mettant un terme à plus de 20 ans de recherche officielle sur les ovnis par l'US Air Force. Au cours de son existence, le projet Blue Book a accumulé un nombre impressionnant de rapports sur les ovnis, constituant des archives sans précédent sur le phénomène. En tout, le projet a étudié 12 618 cas d'observation d'ovnis, retenant 3 201 d'entre eux pour des analyses plus approfondies. Ces chiffres démontrent l'étendue du travail effectué par les équipes du projet. Lors d'une conférence de presse tenue le 25 octobre 1955, le secrétaire de l'armée de l'air Donald Carls a révélé que 3% de ces cas restaient inexpliqués, même après une enquête approfondie. Cette statistique, bien que faible en pourcentage, représentait un nombre significatif d'observations non résolues. Les archives du projet sont une véritable mine d'informations. Elles offrent un aperçu précieux des témoignages et des preuves collectées au fil des années. Elles comprennent 8360 photos, 20 bobines de films et plusieurs enregistrements audio d'interviews de témoins. Après la dissolution du projet, ces archives ont été conservées par les archives de l'US Air Force jusqu'en 1974, puis transférées aux archives nationales américaines en 1976. Tous les noms des témoins ont été censurés pour protéger leur vie privée. Depuis 2007, ces archives sont accessibles au public sur le site des archives militaires américaines. De plus, l'ufologue John Greenwald a facilité la consultation de ces documents en les convertissant en fichiers PDF qui sont disponibles sur son site The Black Vault. Dans ces archives, on trouve des cas célèbres et énigmatiques comme l'incident de Socorro de 1964. Le 24 avril 1964, Looney Zamora, un policier de Socorro au Nouveau-Mexique, était en patrouille quand il a aperçu une flamme dans le ciel et a entendu une forte détonation. En enquêtant sur le site, Zamora a affirmé avoir vu un objet en forme d'œuf avec des êtres à proximité. Quand il a tenté de s'approcher, les êtres sont remontés à bord de l'œuf et l'objet a décollé à grande vitesse. D'autres témoins ont signalé avoir vu l'objet inconnu dans le ciel ce jour-là. L'enquête du Blue Book a confirmé que l'observation de Zamora ne pouvait pas être expliquée par une méprise avec des phénomènes naturels, des avions conventionnels ou des ballons météorologiques. Les enquêteurs ont également trouvé des preuves physiques sur le site, notamment des marques de brûlure sur le sol et des empreintes qui auraient pu être causées par un atterrissage d'OVNI. Mais malgré une enquête approfondie, Blue Book n'a pas été en mesure de fournir une explication définitive à ce qui a été observé ce jour-là. Enfin, pour en terminer avec le projet Blue Book, il est important de revenir sur un personnage clé de cette histoire, l'astronome Joseph Allen Hynek. Hynek est probablement le personnage le plus emblématique de cette affaire. Il a laissé un héritage durable dans le domaine de l'ufologie. Son approche rigoureuse et son désir d'appliquer des méthodes scientifiques à l'étude des ovnis en ont fait une figure légendaire et respectée aussi bien parmi les sceptiques que parmi les croyants à la vie extraterrestre. Initialement engagé comme consultant scientifique par l'US Air Force pour le projet Cygne et par la suite pour le projet Grunge et Blue Book, son point de vue a connu une évolution significative au cours des années. Joseph Allen Hynek est né le 1er mai 1910 à Chicago et il est décédé le 27 avril 1986. Il était un astronome, un professeur et ufologue américain. Il est également connu pour avoir mis au point le système de classification des rencontres rapprochées, popularisé dans le film Rencontre du troisième type. Hynek a obtenu un baccalauréat en arts et un doctorat en astrophysique à l'université de Chicago. Il a commencé sa carrière en tant que directeur du département de physique et d'astronomie à l'université de l'Ohio de 1936 à 1948. Puis, il est devenu directeur de l'observatoire de l'université de Northwestern. En 1948, au début de son implication dans le projet Cygne, Hynek était très sceptique vis-à-vis de l'hypothèse extraterrestre.
Sa tâche principale était d'identifier les méprises avec des phénomènes naturels connus tels que les étoiles, les planètes, les météorites et les autres objets célestes. Cependant, au fil des enquêtes, Hynek a été confronté à de nombreux cas qu'il n'a pu expliquer avec les connaissances astronomiques existantes. Ces cas classés comme inexpliqués ont commencé à semer le doute dans son esprit. Au fur et à mesure que ses recherches avançaient, Hynek a commencé à exprimer son désaccord avec la démarche et la méthodologie du projet. Il a critiqué la manière dont les enquêteurs des projets semblaient souvent déterminés à fournir une explication conventionnelle à chaque cas, même si cette explication ne correspondait pas du tout aux faits. Hynek a été particulièrement critique envers l'explication souvent utilisée selon laquelle de nombreux ovnis n'étaient que des étoiles ou des planètes mal identifiées. Il estimait que cette approche simpliste ne tenait pas compte de la complexité de nombreux cas et ne faisait qu'ajouter à la confusion autour du phénomène ovni. Avec le temps, Hynek est devenu un défenseur de l'hypothèse extraterrestre. Hynek a critiqué l'approche de l'US Air Force face au phénomène ovni, la jugeant trop réductrice et souvent prématurée dans ses conclusions. Il a été particulièrement critique à l'égard du projet Grunge, qu'il a accusé d'avoir minimisé ou expliqué de manière trop simpliste de nombreux rapports d'OVNI. En 1972, il a fondé le Center for UFO Studies, le CUFOS, une organisation basée à Chicago dédiée à l'étude scientifique rigoureuse des ovnis. L'objectif principal du CUFOS était de poursuivre ce que Hynek considérait comme l'effort scientifiquement négligé pour comprendre le phénomène ovni. Avec le CUFOS, Hynek a mis en place une équipe multidisciplinaire de scientifiques et d'enquêteurs qui ont travaillé à collecter, évaluer et archiver des informations détaillées sur les rencontres d'ovnis. L'organisation a également publié une revue scientifique, le Journal of UFO Studies, qui a présenté des articles et des recherches sur les ovnis d'un point de vue scientifique. Hynek a écrit plusieurs livres influents sur les ovnis. En 1972, il a publié The UFO Experience, A Scientific Inquiry, où il introduisait la classification désormais célèbre des rencontres rapprochées. En 1977, il a suivi avec The Hynek UFO Report, où il analysait les cas d'ovnis étudiés pendant son temps au projet Blue Book. Un des cas les plus fascinants présentés dans The Hynek UFO Report est celui de la rencontre de l'US Air Force de 1956 au-dessus du lac Enore en Caroline du Sud. Ce cas est connu sous le nom de l'incident de l'OVNI de la base aérienne de Donaldson. Selon le rapport, le 29 juillet 1956, un objet inconnu a été détecté par radar se déplaçant à une vitesse d'environ 4000 miles par heure. L'objet volait à une altitude d'environ 12 à 14 000 pieds et se déplaçait à un angle de 45 degrés. Ce qui était encore plus étrange, c'est que l'objet semblait s'arrêter complètement de temps à autre. La base a lancé immédiatement 2 avions de réaction pour enquêter. Les pilotes ont signalé avoir vu un objet lumineux à l'endroit exact où le radar avait repéré l'objet inconnu. Cependant, ils n'ont pas réussi à s'approcher de l'objet en réponse de sa vitesse et de sa manœuvrabilité étonnante. Malgré plusieurs tentatives pour expliquer l'incident, aucune théorie ne correspondait aux observations faites à la fois par radar et par les témoins oculaires. N'ayant pas trouvé d'explication rationnelle, Hynek a classé ce cas comme un véritable ovni. Hynek a continué à diriger le CUFOS jusqu'à sa mort en 1986. Sa contribution à l'ufologie a permis d'établir un certain niveau de crédibilité scientifique à l'étude des ovnis. Aujourd'hui, le CUFOS continue d'exister en tant qu'organisation à but non lucratif dédiée à la poursuite de la recherche scientifique sur le phénomène ovni. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet incroyable voyage à travers l'histoire du projet Blue Book. Et je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez apprécié cette histoire et que vous avez trouvé ce contenu instructif, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime, cela m'aidera à atteindre un public plus large et à partager ces connaissances captivantes. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec vos amis, vos proches ou toute personne que vous pensez être intéressée par ce sujet. Si vous souhaitez vous tenir au courant de mes prochaines publications et plonger plus profondément dans des sujets intrigants comme celui-ci, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y a encore tant à partager avec vous à l'avenir. Un grand merci à tous les abonnés. Merci de vous être embarqués avec moi sur Mystère du Monde. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.